Bonsoir et bienvenue à ce webinaire Perial. Nous sommes heureux de vous retrouver pour vous communiquer, vous informer sur l'excellent bilan de l'année 2021 et puis également de pouvoir vous donner quelques informations sur nos perspectives 2022 que nous jugeons extrêmement positives. Il est encore temps également de vous souhaiter une très belle année à vous, à vos familles, à vos équipes, de manière à ce que nous puissions réaliser ensemble une très belle année 2022. Alors, le programme, je vais d'abord vous présenter l'ensemble des équipes présentes autour de moi, avant d'aborder les points forts que vous avez pu voir lors de cette attente, lorsque nous avons démarré ce webinaire. Alors, je suis Éric Cosra, président de Perial. À ma gauche, Anne-Claire Barbery, que vous connaissez sans doute, directrice RSE et Innovation de Perial, qui va nous parler de toutes les performances extra-financières de vos fonds et de l'engagement de Perial en 2021 et 2022. Et puis Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial Asset Management, que vous connaissez également, et qui va vous casser un petit peu les idées reçues que nous pouvons avoir en cette début d'année sur l'immobilier et l'épargne en général. Et puis également, vous annoncez quelques changements et nouveaux arrivées chez Perial, avec Laurent Boissin, qui nous a rejoint en tant que directeur des fonds immobiliers, qui va donc s'occuper directement de l'ensemble de vos SCPI et qui sera également en charge du département institutionnel. Et puis enfin, Laetitia Bernier, que vous connaissiez en tant que directrice marketing de Perial et qui reprend donc la direction commerciale et s'occuper notamment de les CGP et de la gestion privée. Messieurs et mesdames les conseillers, vous aurez donc désormais affaire à Laetitia. Revenir un petit peu sur le bilan des fonds et surtout de la société de gestion, dont je voulais vous donner quelques nouvelles. Vous voyez que les chiffres sont éloquents. Nous avons eu une très belle année 2021. Nous atteignons maintenant plus de 5 milliards 300 millions d'euros d'actifs sous gestion. Le fait notable, c'est que près de 1 milliard d'actifs sont maintenant situés hors de nos frontières et donc confirment l'engagement pro-européen, pan-européen de Perial et des fonds gérés. Nous avons collecté en 2021 650 millions d'euros de collecte, ce qui est un record pour Perial. Merci et bravo aux conseillers aux gestions de patrimoine qui nous écoutent pour cette belle performance et que nous avons donc déjà commencé à investir. Et nous sommes également très, très confiants sur la collecte 2022. Les investissements représentent 635 millions d'euros d'investissements répartis en France, mais également en région et puis également dans les pays européens, et avec le virage pris par Perial sur d'autres classes d'actifs alternatifs comme l'hébergement sous gestion, dont on vous parlera donc plus tard. Et enfin, vous êtes plus de 50 000 associés, dont un certain nombre nous écoutent aujourd'hui. Bienvenue, et ça représente, Perial est devenu maintenant une société importante et qui gère effectivement beaucoup de clients, avec 40 clients institutionnels qui ont vocation à grandir. Et enfin, Perial, c'est 55 ans d'existence cette année et c'est plus de 500 actifs immobiliers. Alors, autre chose pour Perial, l'annonce, c'est que Perial s'est doté d'une raison d'être et je vous invite donc à regarder et à comprendre ce que c'est que la raison d'être Perial. Alors voilà, vous avez découvert la raison d'être de Perial. Alors pourquoi Perial s'est doté d'une raison d'être? Parce que Perial, au-delà de ses engagements financiers, économiques et commerciaux, c'est également un engagement vis-à-vis du bien commun, vis-à-vis de la planète. Et cette raison d'être va driver un petit peu nos engagements déjà environnementaux, sociétaux et de gouvernance que nous avons déjà développés auprès de nos fonds depuis de nombreuses années. Donc cette raison d'être,
Ça fait partie de l'ADN Perial et c'est elle qui va driver à la fois notre stratégie et notre politique sur les prochaines années. Je laisse la parole à Anne-Claire Barbery, qui va vous parler du Perial Positive, des performances extra-financières de nos fonds, pour vous montrer également que l'important également pour Perial, c'est justement cet engagement que nous avons pris vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de la société. Anne-Claire, je te laisse la parole. Merci Eric, bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, la raison d'être s'articule pleinement avec notre programme RSE, Perial Positive 2030, qui vise à orienter nos activités vers des impacts positifs. Et ce, sur 3 piliers, sur le climat, sur la communauté et sur le territoire. Concrètement, sous ces 3 piliers-là, on retrouve 12 thématiques sur lesquelles on s'est fixé des objectifs ambitieux à horizon 2030 et qui couvrent l'ensemble de nos activités. Alors, pour y parvenir, si on passe à la slide suivante, pour y parvenir, nous avons mis en place évidemment une stratégie robuste, développée en interne par nos équipes en charge de la RSE et du développement durable. Concrètement, nous intégrons la performance ESG sur l'ensemble des fonds que nous gérons. Nous avons développé une méthodologie qui permet d'évaluer la performance ESG qu'on appelle Perial ESG Score, qui se décline selon 60 critères extra-financiers, environnement social, sociétal et de gouvernance, qu'on fait évoluer à chaque étape du cycle de vie du bâtiment dans le fond. On le retrouve effectivement ici, depuis l'acquisition, où on évalue avant l'acquisition la performance de l'actif. Et en fonction évidemment des due diligence, on peut être amené à demander des compléments d'information, à s'assurer qu'à l'acquisition, on respecte bien une note ESG minimale. Ça, c'est une obligation pour l'ensemble des fonds, encore une fois. Sur la gestion, évidemment, une fois que l'actif est entré dans le patrimoine, on se fixe des objectifs qui sont en lien évidemment avec Perial Positive 2030 pour atteindre des performances ESG qui s'améliorent, notamment sur la performance énergétique, sur la performance sociale ou sur les interactions qu'on peut avoir avec nos parties prenantes. Ces trajectoires-là sont réalisées chaque année et la performance ESG est réévaluée chaque année pour démontrer l'amélioration de la qualité des actifs. Et puis évidemment, à l'arbitrage, cette performance-là est également regardée pour faire les meilleurs choix en lien avec les stratégies d'asset management également. Et sous-tendu évidemment cette notion de maîtrise et de collecte des données qui est clé. Et évidemment, nous sommes extrêmement vigilants à articuler cette performance et cette méthodologie sur l'ensemble de la chaîne de valeur et avec l'ensemble de nos partenaires également. Je laisse la parole à Loïc. Merci Anne-Claire. Je vous fais un point sur le marché. Le marché dans un moment d'incertitude permanente, mais on a souhaité revenir justement sur un certain nombre d'idées reçues qui pouvaient être véhiculées dans ce contexte un petit peu particulier. La première, c'est sur l'économie mondiale. Et ce qu'il faut tout d'abord noter, c'est que nous avons un rebond exceptionnel de l'économie. En 2021. Les chiffres vont être publiés la semaine prochaine en France. On s'attend à 6,7% de rebond en 2021, ce qui correspond à un effacement complet au 4e trimestre 2021 des impacts de la crise Covid. Les perspectives sont bonnes, en Europe en particulier, même si effectivement il y a eu quelques évolutions données par le FMI hier sur la Chine et les États-Unis. Concernant la France et l'Europe particulièrement, nous anticipons en Europe 3,2% en 2022 et une croissance également qui sera extrêmement soutenue pour la France et l'ensemble de ses partenaires européens. Le deuxième sujet, c'est sur l'inflation qui fait réellement débat aujourd'hui, qui est un sujet important dans le cadre de l'immobilier. Le retour d'une inflation modérée, c'est pour nous quelque chose de très positif pour l'immobilier puisque c'est une défense à travers des rendements, à travers clairement l'indexation des loyers. Le consensus économique aujourd'hui laisse clairement entrevoir une inflation raisonnée, en particulier à compter de 2023. Les anticipations de l'INSEE pour la France tournent aux alentours de 2,7% à l'heure actuelle en 2022 et de 2% en 2023.
Le troisième point, c'est la remontée progressive des taux longs. En même temps, ils étaient quand même partis de très bas. Donc, nous avons un OAT 10 ans aujourd'hui aux alentours de 0,30% en France, de moins 0,1% en Allemagne. Et en cela, et on a voulu le souligner, le spread avec les taux immobiliers sont très élevés. Vous allez voir les performances des fonds de Perial en 2021 avec un spread extrêmement élevé par rapport à ce taux de financement. Donc cette remontée progressive ne réduit pas l'attrait de l'immobilier tel on peut l'affirmer aujourd'hui à court et moyen terme. Enfin, c'est un point important et ça a été plutôt une très bonne surprise post-sortie des premiers confinements. Le taux de chômage de la zone euro poursuit sa baisse. Et c'est, vous le savez, un point essentiel, notamment vis-à-vis de l'immobilier d'entreprise, puisqu'il y a une corrélation directe entre le taux de l'emploi et les prises à bail sur le secteur du bureau. Donc nous avons une prévision de baisse du chômage qui s'établirait à 6,5%, notamment en Île-de-France, à la mi-2022, ce qui est bien entendu des taux qu'on n'avait pas vus depuis une dizaine d'années sur le marché de l'emploi. Deuxième idée reçue, c'est un marché de l'investissement immobilier qui serait particulièrement atone ou atteint par cette crise. Donc le premier point, c'est que, et là c'est un petit peu le marché qui le dit, 359 milliards d'euros ont été investis, toutes classes d'actifs confondues en Europe. C'est un niveau d'investissement record, ce qui montre bien l'appétit de l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient français, étrangers, qu'ils investissent en France ou dans l'ensemble des pays européens. C'est ensuite une résistance des prix pour les meilleurs actifs de bureaux et d'hôtellerie également. Je le souligne ici, mais j'en reparle juste après. Il y a vraiment un phénomène classique dans ce genre de période incertaine de flight to quality, c'est-à-dire réellement les opérateurs se tournent vers les actifs de meilleure qualité, bien loués, situés dans les meilleures destinations, que ce soit en bureau ou en hôtellerie. Bien entendu, le corollaire de tout cela, c'est que quand les actifs ont des défauts ou sont mal situés, les prix baissent, c'est plus compliqué, et c'est donc ce que nous, on peut observer sur le marché. Donc, typiquement, en matière de bureau, la façon dont on va acheter et vendre les actifs, la façon dont la société de gestion va travailler ces marchés à deux vitesses est absolument fondamentale. Enfin, sur les commerces, vous le savez, la situation est plus compliquée, même si elle est contrastée. Et nous constatons également une poursuite de la hausse des prix assez significative sur le résidentiel géré, la santé et la logistique sur l'ensemble des pays européens. Troisième idée reçue, sur l'idée que le bureau serait mort. C'est quelque chose qu'on revoit, qu'on entend un petit peu dans toutes les interviews, notamment en réaction au télétravail. Alors quelques éléments pour battre en brèche cette idée, puisque bien entendu, vous l'aurez compris, nous ne sommes absolument pas sur cette longueur d'onde. Tout d'abord, les investissements en bureau sont revenus à l'heure actuelle, depuis le troisième trimestre 2021, à ce qu'ils étaient avant la crise du Covid. Ensuite, et c'est un point important, les prises à bail ont redémarré. Certes, bien entendu, il y a eu une difficulté sur la partie take-up en 2020 assez significative, mais pour vous donner un chiffre, sur l'Île-de-France, nous étions à 1 400 000 m² traités l'an passé, nous sommes à 1,8 million en fin d'année 2021 et les estimations sur l'année 2022 sont plus proches de 2 millions de mètres carrés tradés, ce qui correspond globalement à la moyenne décennale. Donc un retour un peu plus à la normale sur ce marché. Un point important également, les taux de vacances. Alors les taux de vacances sont remontés, c'est évident, hein, à partir du moment où le take-up était plus faible et les congés des locataires plus importants, mais il est remonté aux alentours de 8% sur l'ensemble des pays européens, ce qui est finalement un niveau peu élevé et ce qui nous a aidés dans cette crise Covid, c'est que nous étions partis sur des taux extrêmement bas sur le marché qui étaient très sous-offreurs sur la partie bureau. Enfin, je viens au sujet de l'impact sur le télétravail. Il est à nuancer pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a que 40% des emplois qui sont télétravaillables. Donc il y a toute une partie de l'économie ou des typologies d'emplois tertiaires qui ne peuvent pas être télétravaillés. Ça, c'est un premier point. Sur la partie des emplois télétravaillables, on constate une dichotomie entre les zones géographiques d'une part, puisque le recours au télétravail est plus important en Île-de-France qu'il l'est en région, très clairement, c'est assez marqué. Et d'autre part, on constate également que ça dépend de la taille des entreprises.
Et fondamentalement, les accords de télétravail avec des volumes de 2 jours moyens dans les entreprises, c'est plutôt les grands corporates, les grosses sociétés type CAC 40 qui aujourd'hui ont ce type d'accords de télétravail. En revanche, les PME et les ETI recourent beaucoup moins à ce sujet-là. Et enfin, pour le nuancer complètement, le télétravail, la contrepartie, c'est de pouvoir refaire revenir les collaborateurs au bureau dans des bonnes conditions d'hygiène et dans des bonnes conditions de réunion. Donc, par définition, il faut des salles de réunion, ça consomme de la surface. Et tout cela fait que, couplé également à un redémarrage de l'emploi et donc de la création de mètres carrés de bureaux pour accueillir ces emplois, nous avons un impact de télétravail qui est beaucoup plus nuancé que ce qu'on lit régulièrement dans la presse sur ce sujet. Je passe à l'idée reçue numéro 4, qui est sur l'hôtellerie, puisque nous avons la conviction chez Perial qu'il faut continuer à investir dans ce secteur, et on entend que l'hôtellerie, c'est un secteur à oublier. Nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette approche. Maintenant, il faut être très vigilant sur ce qu'on achète aujourd'hui en matière d'hôtellerie. Donc, ce qu'on a noté, c'est une dichotomie assez marquée entre la géographie des hôtels, mais également les typologies de classes d'actifs entre 1 et 5 étoiles et les typologies entre affaires et tourisme. Globalement, post-crise, on voit que le tourisme résiste globalement bien et a significativement redémarré en 2021. L'affaire peut être plus compliquée, mais sur le tourisme d'affaires, vous en avez deux typologies. Il y a celle qui est relativement endogène au pays, qui est un tourisme d'affaires plus, je dirais, VRP, commercial, déplacement interne. C'est notamment ce qui est adressé par B&B Hotel et ce qui fonctionne très très bien dans les pays. C'est la première classe d'actifs qui a redémarré en hôtellerie. Et une classe d'affaires sur laquelle nous ne sommes pas présentes, qui est plus compliquée, qui est la classe d'affaires haut de gamme, centre d'affaires, tourisme aéroportuaire, qui effectivement est un sujet qui peut être un peu plus durablement touché sur le marché. Je passe à l'idée reçue numéro 5, et sur la santé, où on pourrait entendre que le secteur de la santé a des prix surévalués et que ce n'est pas forcément le bon moment d'y investir. Nous ne partageons pas non plus cette conviction. Pour des raisons assez fondamentales, c'est que nous sommes sur un secteur extrêmement sous-offreur. Les courbes démographiques sont très claires. Nous avons une augmentation extrêmement importante des seniors dans les 30 prochaines années sur l'ensemble des pays européens. Et la production d'actifs de santé, d'EHPAD qui permettrait de répondre à cette demande a été très très inférieure aux besoins. Donc on a un vrai effort de rattrapage sur l'ensemble de ces pays. Et nous sommes donc en face d'un marché qui va être régulièrement sous-offreur, avec des prix qui vont se maintenir dans le long terme et des cash flows très sécurisés, avec un renforcement des grands preneurs à bail au niveau international. Donc nous croyons fermement dans cette classe d'actifs. Nous allons continuer à investir dedans, avec sélectivité certes, mais avec un marché qui est très profond et qui donne des bonnes perspectives pour les 30 prochaines années. Enfin, dernière idée reçue, l'épargne engagée, l'épargne ESG, RSE qu'a évoqué Anne-Claire rapporte très peu. Bon, là non plus, mais vous le savez, c'est notre conviction chez Perial depuis la création de PFO2 en 2009. Pour nous, il n'y a que l'épargne durable qui nous semble être à travailler, et donc de notre point de vue, les fonds engagés performent au moins autant, sinon plus, que les autres. Et PFO2 est clairement là pour le démontrer. Nous sommes dans cette démarche de labellisation de l'intégralité de nos fonds ISR à court moyen terme. Et la démarche ESG, nous l'appliquons sur l'ensemble de nos fonds. Nous sommes persuadés que nous allons créer de l'attractivité sur notre patrimoine vis-à-vis de nos clients locataires et que c'est un facteur d'amélioration des taux d'occupation et donc des performances des fonds. Et enfin, et c'est un point important également, puisque nous avons longtemps parlé de l'émergence de la green value sur les actifs, ce que nous voyons arriver aujourd'hui, c'est de la réglementation sectorielle assez marquée, notamment au niveau européen, et l'anticipation de cette réglementation va permettre de soutenir nos valorisations à moyen et long terme. Je vous remercie et je passe la parole à Laurent pour nous parler du bilan 2021 et les perspectives 2022 de vos SCPI. Merci Loïc, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler ce soir du bilan de nos SCPI pour l'année 2021 et un tour d'horizon des différents véhicules pour l'année 2022.
On peut peut-être commencer avec l'année 2021 tout de suite. Et avant d'arriver avec ces chiffres de performance qui sont très attendus, peut-être un point sur les nouvelles réglementations ASPIM. Vous le savez, on a beaucoup de véhicules aujourd'hui dans le marché qui sont exposés ou qui vont être exposés sur les marchés européens. Et de fait, la fiscalité qui est payée ou qui est versée, qui est réglée par les fonds dans les différents pays, est désormais neutralisée avec le nouvel indicateur de l'ASPIM qui remplace le TDVM par le taux de distribution. Donc désormais, on parle de taux de distribution sur nos fonds en remplacement du TDVM par neutralisation tout simplement de l'impôt qui est payé par les véhicules dans les pays étrangers. Je vous propose de passer sur nos performances qui sont solides pour l'année 2021. Vous voyez à l'écran ici nos 4 SCPI et notre SCI Perial Eurocarbone. Peut-être pour les prendre dans l'ordre que vous avez ici de gauche à droite. Tout d'abord pour commencer par Grand Paris. Notre véhicule exposé au marché du Grand Paris. Donc vous découvrez un taux de distribution pour l'année 2021 qui atteint 4,42% pour une SCPI qui a dépassé désormais 1 milliard de capitalisation en 2021. Le deuxième fonds, c'est le fonds PFO, avec une distribution pour l'année 2021 qui atteint 4,82%. Là aussi, la capitalisation est significative. On parle d'un fonds qui représente à peu près 800 millions d'euros de capitalisation. PFO2, notre fonds européen, on revient juste après avec les caractéristiques de chaque fonds, mais la performance de l'année 2021 a atteint 4,59% en taux de distribution pour cette SCPI qui atteint quasiment 2,7 milliards d'euros de capitalisation. Et enfin, PF Hospitalité Europe, PFHE, donc c'est un taux de distribution pour l'année 2021 qui atteint 4,53% pour un fonds qui a été lancé récemment, mais qui atteint désormais 160 millions d'euros de capitalisation. Enfin, le dernier fonds, c'est Perial Eurocarbone, notre SCI qui est vendu en unité de compte et pour lequel on cible une performance de 4% par an. Je vous propose qu'on passe sur chacun de nos fonds, en commençant peut-être par le fonds PFO. PFO, c'est un fonds, donc je vous disais, avec à peu près 800 millions d'euros de capitalisation, avec une stratégie et une cible de performance sur ce véhicule qui est de l'ordre de 5%, avec un objectif de diversification, avec une ambition de diversification, avec notre fonds qui a vocation à désormais s'exposer encore plus au marché européen. Et je reviens juste après sur la répartition du portefeuille, mais peut-être on peut dire un mot de la feuille ESG pour ce fonds. Oui, merci Laurent. Alors effectivement, PFO s'inscrit, comme vous l'avez compris, dans une stratégie Best in Progress, stratégie ESG Best in Progress, l'objectif étant de manière continue d'améliorer les performances extra-financières de chacun des actifs immobiliers de ce fonds. Évidemment, comme vous l'avez compris aussi et comme Loïc l'a indiqué, on travaille à obtenir le label ISR pour ce fonds à moyen terme. Et ce fonds étant exposé particulièrement en Europe, nous travaillons également avec des acteurs de place, avec des associations qui sont reconnues pour développer des méthodologies et des outils qui sont adaptés aux spécificités européennes en matière de performance énergétique, en matière de réglementation qui diffère évidemment de la France. Donc nous équipons en méthodologie et en outils sur ces sujets-là pour pouvoir, encore une fois, anticiper les réglementations et apporter de la valeur également à nos clients sur ces pays-là. Un exemple qui est assez intéressant également pour un peu illustrer cette logique de Best in Progress, sur une opération donc à Boulogne-Saint-Denis, nous avons profité du départ d'un locataire pour rénover ses espaces vacants et l'inscrire dans une démarche d'économie circulaire et de réemploi, ce qui nous a permis évidemment d'avoir une logique de réduction des déchets qui sont produits par le chantier et évidemment une réduction de l'empreinte carbone. Donc ça illustre parfaitement à la fois la logique ESG Best in Progress, mais également les objectifs qu'on s'est fixés au sein de Perial Positive 2030 et évidemment la raison d'être qui centralise tous ces sujets-là. Pardon. Je laisse la parole, Laurent. Merci. Peut-être quelques chiffres clés pour l'année 2021 pour le fonds PFO. Vous les découvrez à l'écran.
avec tout d'abord une collecte brute d'un peu plus de 30 millions d'euros pour le fonds PFO, des investissements de l'ordre de 45 millions d'euros, avec un pipeline pour l'année 2021 qui atteint presque 70 millions d'euros, et quelques arbitrages. Vous savez qu'on procède à des arbitrages régulièrement dans nos portefeuilles pour maintenir la qualité du portefeuille. 2 transactions significatives pour l'an dernier, c'est celle que vous avez sur votre écran, avec d'un côté un investissement en Allemagne, à Essen, dans la Ruhr, et par ailleurs un investissement aux Pays-Bas, à Hoofddorp. La répartition aujourd'hui du portefeuille, tel que vous la découvrez ici, donc le fonds est un fonds orienté bureau, avec une diversification dans d'autres secteurs. On voit que le secteur hospitalité, derrière le mot hospitalité, on parle d'hébergement au sens large. Cette activité représente à peu près 25% du portefeuille, un petit peu moins. Et en termes d'allocation géographique, je vous parlais tout à l'heure d'une tendance à l'internationalisation du véhicule. On est d'ores et déjà à 36% d'Europe et le fonds a vocation à s'exposer encore plus aux différents marchés européens qui aujourd'hui sont plutôt représentés par l'Allemagne et les Pays-Bas, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de ce fonds. Un mot pour les performances de 2022. En termes de performance cible pour le véhicule PFO2, donc vous découvrez ici une performance qui est en ligne avec l'objectif de long terme du fonds, une fourchette indicative qui aura vocation probablement à être rétrécie en cours d'année, mais on est en ligne avec l'objectif de long terme du fonds PFO. On passe peut-être au fonds Grand Paris. Comme son nom l'indique, investi principalement dans le secteur du Grand Paris, avec des clés pour ces investissements qui sont bien sûr l'accessibilité, la qualité du patrimoine et des marchés locatifs attractifs. Aujourd'hui, c'est un fonds qui représente un peu plus de 1 milliard d'euros de capitalisation, comme je vous le disais. Et je vous propose à nouveau qu'on fasse un point sur l'ESG de ce fonds. Merci Laurent. Effectivement, alors non, tu avais peut-être un point. J'avais oublié peut-être de vous parler d'un zoom sur une des caractéristiques aussi du fonds PFGP, qui est la revalorisation régulière de la part du fonds, puisqu'on constate sur la période de 2017 à 2021, mais vous le savez, qu'on a augmenté régulièrement le prix de la part sur le véhicule PFGP, et ceci reflète naturellement la qualité du portefeuille et la croissance en valeur du portefeuille sous-jacent. L'ESG. Sur la partie ESG, on a intégré une innovation cette année. Preuve en est qu'on peut vraiment innover même sur des véhicules historiques. On a décidé d'intégrer un objectif précis à horizon 2030, celui d'améliorer la biodiversité urbaine sur les actifs du fonds. Très concrètement, on a travaillé avec des experts pour créer une méthodologie innovante et pouvoir quantifier l'impact biodiversité à la fois à l'échelle écologique et à l'échelle sociale des bâtiments du fonds. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations de méthodologie et d'explication des enjeux de biodiversité dans le rapport extra-financier de PF Grand Paris. Et évidemment, vous l'aurez compris, PF Grand Paris s'inscrit également dans une stratégie ESG Best in Progress. Et toute cette méthodologie et cette innovation nous a permis également de travailler sur la labellisation ISR de PF Grand Paris. Et nous maintenons l'objectif d'obtenir le label ISR pour PF Grand Paris en 2022. Je reviens sur les chiffres clés pour le fonds Grand Paris. Donc pour l'année 2021, on a eu une collecte soutenue pour ce véhicule avec 187 millions d'euros de collecte brute pour PF Grand Paris. Des investissements également en parallèle qui sont très soutenus avec 162 millions d'investissements réalisés en 2021 et du pipeline, donc des transactions qui aujourd'hui sont à l'étude pour être exécutées au cours de l'année 2022. Donc ça représente à peu près 100 millions d'euros d'investissements qui sont d'ores et déjà soit sous promesse, soit sous exclusivité. Et par ailleurs, quelques arbitrages, comme toujours, avec 25 millions à peu près d'euros d'arbitrage sur le fonds. En termes d'investissement, peut-être pour reprendre un investissement emblématique pour le fonds Grand Paris, donc vous avez sur la partie basse de la carte, donc vous retrouvez ici le Grand Paris au sens large. Donc Paris est au cœur de la carte et vous avez le Grand Paris autour avec le réseau express cible pour Paris. Et donc un des investissements pour Grand Paris, ça a été d'investir sur le siège de Orange France à Arcueil en 2021. Donc typiquement un investissement qui répond à ces critères de localisation, d'accessibilité, de qualité des locataires et de sécurité du cash flow.
En termes de répartition du portefeuille de notre SCPI Grand Paris, l'Île-de-France représente la vaste majorité du patrimoine, avec un focus bureau, bien sûr, 95% du patrimoine est représenté par le bureau. L'essentiel de l'allocation, c'est l'Île-de-France, avec une répartition sur le marché d'Île-de-France que vous retrouvez au cœur de ce graphe, avec donc les sous-marchés du marché parisien. Vous retrouvez par exemple ici le Paris QCA, le quartier central des affaires de Paris, qui représente 14% de l'allocation de notre portefeuille Grand Paris, qui au total est composé de 109 immeubles, donc un portefeuille très diversifié de qualité avec une allocation sur le marché francilien. Les perspectives pour 2022, voilà les chiffres d'indication pour notre distribution en fourchette pour l'année 2022. On estime que Grand Paris, compte tenu des challenges à l'investissement qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché francilien, devrait atteindre une performance solide dans la fourchette 4 à 4,5% pour l'exercice 2022. Je passe maintenant sur le fonds PFO2, donc un fonds... notre vaisseau amiral, si j'oserais dire, avec 2,7 milliards de capitalisation. Un fonds qui est un fonds ISR labellisé depuis très longtemps, qui faisait partie d'ailleurs des premiers fonds SCPI à être labellisé ISR, et donc qui a vocation à poursuivre dans cette démarche ISR et ensuite à se déployer, à développer les investissements hors de France, avec cet angle qui est d'ouvrir le patrimoine et d'augmenter la diversification, d'améliorer la diversification du patrimoine par des investissements à l'étranger. Un mot de la stratégie ISR à nouveau sur le fonds PFO2. Oui, merci Laurent. Alors effectivement, vous le savez, historiquement, PFO2 intègre des objectifs extra-financiers quantitatifs dans sa stratégie d'investissement et de gestion, à savoir de réduire de 40% la consommation d'énergie sous 8 ans de chaque actif acquis et de 30% sa consommation d'eau. Ce sont vraiment des objectifs précis, quantitatifs et ambitieux qui ont d'ailleurs préfiguré les réglementations qui arrivent désormais. Nous avons depuis 2009 élaboré à la fois des outils, des méthodologies et des équipes, formées et rendues expertes des équipes en interne sur le sujet, qui pilotent aujourd'hui à la fois évidemment le patrimoine de PFO2 sur ces sujets-là, mais aussi évidemment ces méthodologies-là qui ont été développées initialement pour PFO2 permettent d'intégrer les autres fonds. L'idée étant d'avoir des méthodologies robustes en matière de ESG applicables sur l'ensemble des fonds. On est évidemment convaincu, et Loïc l'a rappelé, que toutes les démarches que l'on réalise en termes d'ISR et d'ESG permettent d'attirer et de retenir des locataires de qualité qui exigent toujours de plus en plus les meilleures conditions de travail pour faire des bureaux, des lieux de sociabilisation dans les meilleures conditions possibles pour soutenir l'activité des entreprises et retenir évidemment les talents. Donc ces objectifs-là, on les a inscrits depuis le début de la création du fonds dès 2009, et vous pouvez retrouver dans le détail les performances extra-financières et tous les détails de la méthodologie dans le rapport extra-financier qui est disponible sur le site internet. Je reviens sur les chiffres clés pour le fonds PFO2. Donc l'année 2021 a été marquée par une collecte extrêmement soutenue pour le fonds PFO2, avec 246 millions de collecte brute pour ce véhicule, et en parallèle des investissements également soutenus, puisque le fonds a investi pour 278 millions d'euros en 2021. Et comme vous le voyez, notre pipeline également est soutenu pour 2022 d'ores et déjà, alors qu'on est en janvier, puisque nous avons aujourd'hui pour ce fonds, sous exclusivité ou sous promesse, 220 millions, un peu plus de 220 millions d'euros d'investissement. Quelques arbitrages, mais je ne reviens pas dessus. C'est plutôt non significatif pour ce fonds-là. Mais en termes d'investissement pour l'année 2021, à nouveau, donc, ce deal, les portes d'Arcueil avec le siège d'Orange, sur lequel le fonds PFO2 a pris une participation pour justement s'exposer à un actif de grande qualité et qui répond donc à nos critères ESG tels que décrits juste auparavant. La composition du patrimoine, donc là on retrouve à nouveau sans surprise une exposition au marché de bureaux
qui représente un peu plus de 90% de l'exposition du patrimoine de notre SCPI. Et en termes d'allocation géographique, la France représente environ 80% du patrimoine, l'Europe aujourd'hui autour de 20%. Et cette part européenne a vocation à se développer pour PFO2, qui est un fonds très large, je vous l'ai dit, 206 immeubles dans le patrimoine, donc un patrimoine très diversifié, une granularité des investissements que l'on retrouve dans le fonds PFO2. J'en viens aux chiffres et aux perspectives de l'année 2022. En termes de fourchette, là aussi, puisque pour l'année 2022, on estime que la performance devrait se situer dans cette fourchette entre 4,15% et 4,65% pour le fonds PFO2. Cette fourchette a naturellement vocation à être rétrécie en cours d'année 2022. Voilà, je vous propose qu'on passe maintenant sur le fonds PF Hospitalité Europe. Comme son nom l'indique, c'est notre fonds qui est dédié à l'hospitalité, à l'hébergement au sens large, mais pas seulement. Je crois que l'idée de ce fonds, qui aujourd'hui représente 160 millions d'euros d'investissement, il a été lancé récemment avec un grand succès, a déjà fait pas mal d'investissements. C'est une SCPI européenne, et je crois qu'un de ses critères importants, c'est son allocation géographique, puisque aujourd'hui le fonds est investi exclusivement hors de France. En termes d'allocation, on parle ici donc d'hospitalité. On est dans le secteur de la santé, de l'hébergement au sens large pour le véhicule PFHE. En termes d'ESG, Anne-Claire ? En termes d'ESG, alors vous l'avez compris, c'est également un fonds qui est intégré dans une stratégie ESG Best in Progress, que l'on a vocation à intégrer dans la logique de labellisation ISR à moyen terme. Et comme Laurent l'a souligné, une exposition Europe qui nécessite également que l'on intègre au fur et à mesure nos partenaires à l'échelle européenne. Un exemple à vous donner, nous avons évidemment revu les mandats de nos property managers intervenant sur le patrimoine européen pour renforcer les exigences en matière d'ESG et s'assurer que nous sommes alignés sur l'atteinte des objectifs ambitieux que nous avons définis. Merci Anne-Claire. Je reviens donc sur nos investissements et les chiffres clés du fonds PFHE. Donc en 2021, on a réalisé pour ce fonds un peu plus de 70 millions d'euros d'investissement. Mais vous noterez qu'on a un pipeline qui est extrêmement soutenu pour 2022, puisque d'ores et déjà pour le véhicule, on a sous promesse à peu près 300 millions d'euros, donc sous promesse ou sous exclusivité. Donc c'est un fonds sur lequel on va être très actif à l'investissement en 2022. Déjà en 2021, on a fait quelques belles transactions dans le secteur des résidences seniors en Allemagne, mais pas seulement. On a acheté également des résidences étudiantes en Espagne. Et vous voyez le caractère européen de ce véhicule dans le secteur de l'hospitalité. Donc on a déjà un portefeuille qui est en train de se constituer autour de ces thématiques. Quand on regarde justement la répartition du portefeuille aujourd'hui, j'insiste sur le fait que c'est un fonds pan-européen. Donc vous voyez l'allocation est aujourd'hui entre l'Allemagne et l'Espagne essentiellement. Ça a vocation à se diversifier, mais c'est un fonds qui est un vrai fonds européen, avec cet angle santé, hôtellerie et résidence gérée, avec une répartition qui à ce stade est autour de la santé et des hôtels, mais a vocation à se diversifier avec nos transactions qui sont sur le point d'être exécutées. Si on dit un mot sur les performances attendues pour le véhicule en 2022, donc vous voyez qu'on est dans une fourchette qui est entre 4,75 et 5,25, donc un cœur de fourchette autour de 5% pour le véhicule PF Hospitalité, ce qui est en ligne avec un objectif de long terme pour ce véhicule. Pour finir sur la revue des fonds, je vous propose qu'on dise un mot sur notre fonds Perial Euro Carbone. Donc c'est un fonds labellisé ISR lui aussi. Je crois qu'on a les caractéristiques sur la slide d'après que vous devez avoir à l'écran. Donc ce fonds Eurocarbone prend la forme d'une SCI, donc ce n'est pas une SCPI mais une SCI qui est disponible en assurance vie. Donc c'est un produit disponible aujourd'hui en UC, qui est un fonds de capitalisation avec une performance cible qui est de l'ordre de 4% pour ce fonds, en utilisant bien sûr l'endettement comme nos autres fonds à hauteur de 40% maximum ici, avec une stratégie qui consiste à investir sur principalement les métropoles de la zone euro dans le secteur du bureau.
En termes de ESG, Anne-Claire? En termes de ESG, alors effectivement, le fonds est labellisé ISR et puis on a vraiment construit ce fonds en intégrant en son cœur une stratégie bas carbone et en travaillant sur une séquence maîtriser, éviter, réduire et en dernier recours compenser les émissions de gaz à effet de serre associées aux consommations d'énergie des bâtiments de ce fonds. Pour cela, nous avons évidemment travaillé à la fois avec nos équipes en interne et puis avec des experts externes, notamment EcoAct sur l'anticipation et le choix des projets de compensation carbone, et également avec Carbone 4 qui nous a accompagnés sur la définition de la méthodologie bas carbone pour que celle-ci soit alignée sur les objectifs de l'accord de Paris. Donc nous travaillons avec ces experts également. Vous pouvez aussi retrouver toutes les performances extra-financières associées à PRL Eurocarbone dans le rapport extra-financier qui est disponible en ligne. Voilà, peut-être un mot pour clôturer sur le fonds Perial Eurocarbone avec nos perspectives pour l'année 2022. Donc en termes d'investissement, c'est également un fonds qui aura un programme d'investissement soutenu en 2022 compte tenu de la collecte sur ce fonds, avec une performance qui est une performance cible qui est autour de 4%. Et c'est une cible qui, a priori, devrait être atteignable pour l'exercice 2022 pour le fonds Eurocarbone. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Laetitia. Merci Laurent, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je me permets de vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le fil du webinaire et on y répondra dans un instant. Concernant cette présentation et les bons résultats, alors tout d'abord, merci pour votre confiance, merci pour la confiance des épargnants qui nous permettent aujourd'hui d'afficher des résultats solides pour l'ensemble de nos fonds. On l'a vu, aujourd'hui, la gamme de produits de Perial Asset Management répond à des problématiques d'investissement des épargnants qui sont différentes. Tout d'abord, avec la SCPI PF Grand Paris, qui, comme son nom l'indique, est la SCPI qui investit dans le Grand Paris. Elle a été créée il y a 55 ans. Sa stratégie à long terme est d'afficher et de faire progresser la valeur du patrimoine. Donc c'est quelque chose qui est prouvé depuis 2017 avec une augmentation du patrimoine tous les ans. Bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et ces évolutions du prix de la part viennent valider la pertinence de notre stratégie d'investir dans Paris intramuros et en première couronne. C'est de fait une SCPI intéressante via l'acquisition en nue propriété, puisque la nue propriété permet d'acquérir les parts de la SCPI de façon décotée, acquérir des parts qui vont se bonifier dans le temps à moyen et à long terme. Enfin, c'est une SCPI très intéressante et qui offre de belles performances sur le marché des SCPI, puisqu'elle propose un TRI 5 ans, un des meilleurs TRI 5 ans de son marché, à 7,7%. Je vous rappelle que le TRI prend en compte la valeur et l'évolution du prix de la part pendant 5 ans, les dividendes distribués, ainsi que le prix de retrait aujourd'hui. Donc une excellente SCPI pour un investissement long terme. Concernant PFO, c'est la vitrine du savoir-faire de Perial Asset Management en termes de diversification géographique. On l'a vu, la SCPI est investie à près de 40% aujourd'hui en zone euro. Elle cible 60%. Cette diversification géographique permet également à l'épargnant de voir sa fiscalité réduite sur les revenus de nos locataires et des loyers européens. Une SCPI qui offre le plus beau potentiel en termes de distribution et qui vise 5% de distribution, donc qui vient servir et proposer des revenus réguliers à nos épargnants. PFO2, on ne la présente plus. La SCPI en matière de développement durable. Alors, on a coutume de dire maintenant chez Perial que l'ISR et le label ISR, on en fait sans le savoir depuis 2009, depuis la création de PFO2. Une SCPI qui, de par sa taille et de par sa nature, fait preuve d'une grande résilience et qui offre depuis 6 ans maintenant un revenu régulier de l'ordre et un taux de distribution de l'ordre de 4,5%.
PF Hospitalité Europe, qui a été lancée fin 2020 à la demande de nos épargnants pour répondre à un besoin, une quête de sens. Elle investit aujourd'hui dans des secteurs qui répondent à des besoins sociétaux, que ce soit des besoins sociétaux en termes de santé, en termes d'éducation ou en termes d'hébergement géré. Elle est aujourd'hui unique sur son marché à travers ces trois activités. Ça a été en 2021 un très beau succès et en 2022, on l'a dit, on sait aujourd'hui que près de 300 millions d'euros sont sous promesse ou sous exclusivité pour investir notre collecte sur cette SCPI dans des immeubles qui répondent à la stratégie. À noter que sur cette SCPI, 100% des immeubles sont situés hors de France avec des baux longs de l'ordre de 17 ans qui offrent une belle visibilité sur les loyers potentiels. Et enfin, Perial Eurocarbone, donc notre SCI distribuée et accessible via l'UC dans des contrats d'assurance vie, aujourd'hui disponible chez Apicil, Suravenir et Spirica. Au-delà des produits concernant nos services, Perial Asset Management place l'épargnant et place le partenaire au cœur de son organisation pour proposer aujourd'hui un service de relation client qui vous propose un interlocuteur unique et personnalisé et qui vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches avec Perial. Un site internet également, perial.com, où vous pouvez vous retrouver l'ensemble de votre épargne et de l'épargne que vous suivez pour vos clients. Un parcours de souscription digitale, full digital, qui permet également de suivre l'avancée de votre dossier, qui permet la souscription en pleine propriété, en démembrement ou via l'épargne programmée. Épargne programmée qui permet à nos épargnants de souscrire à son rythme pour l'ensemble de nos SCPI, selon une fréquence mensuelle, trimestrielle, semestrielle, qu'il définira lui-même, et qui est disponible de façon tout à fait digitale et gérable de façon tout à fait digitale pour modifier ou pour arrêter cette option d'épargne programmée sans frais et de façon immédiate. Et enfin, l'ISR Academy, que nous avons lancé en fin d'année à destination de nos partenaires pour les former à l'investissement socialement responsable et les aider à présenter la meilleure solution d'investissement socialement responsable auprès de nos clients. Nous avons déjà réalisé une session et la prochaine session aura lieu courant février. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous propose de partager vos questions et d'y répondre. On peut peut-être répondre à la première. Il y a un sujet d'actualité en ce moment avec les résidences gérées. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un petit mot sur cette question actuelle. Les associés et les partenaires qui nous regardent nous ont interrogés sur la polémique Orpea et elles demandent si elle pourrait avoir un impact sur les stratégies d'investissement. Je vais y répondre. Non, pour nous, alors déjà, il y a je dirais, un travail journalistique qui a été fait et Orpea est en train de se défendre et donc on croit bien entendu à la présomption d'innocence sur un certain nombre de sujets, donc on va les laisser s'exprimer, pas s'exprimer à leur place. Ce qui est certain, c'est que c'est un acteur solide du marché de la santé, un des premiers acteurs européens, et ça ne remet, enfin, ce qui pourrait se passer ou ce qui pourrait se dire ne remet absolument pas en cause notre stratégie en matière d'investissement de santé. Je le rappelais tout à l'heure, le contexte démographique est excellent, les besoins sont considérables et la qualité de la gestion doit être effectivement au rendez-vous. Et sans doute que la taille également des exploitants est un fait positif puisque ça induit justement une forme de pression pour s'assurer de la qualité et du suivi des locataires. Nous sommes, nous, très attentifs, bien entendu, aux relations que nous avons avec ces locataires et la façon dont ils gèrent à la fois leur personnel, mais également leurs clients au sein des résidences. Donc aucune remise en cause et bien entendu, on laisse l'exploitant répondre directement aux questions qui lui sont posées. On a des questions aussi peut-être pour Anne-Claire au sujet de la performance des véhicules ISR par rapport comparativement aux autres véhicules du marché. Est-ce que on voit un effet significatif sur la performance de ces fonds-là ? Alors effectivement, on l'a évoqué. Si on prend l'exemple de PFO2, les performances sont au benchmark, voire au-dessus sur les dernières années. Donc ça démontre effectivement que l'approche ISR native qu'on a intégrée dans PFO2 supporte et encourage en fait la performance financière. Et cet exemple-là, vraiment assez évident, c'est, on va dire, un résultat
qui nous permet d'avoir une logique similaire en fait, sur les autres fonds, les fonds existants, et c'est bien la preuve avec laquelle nous travaillons sur une approche ESG best in progress sur l'ensemble des fonds, qui ne vient en aucun cas obérer la performance, mais au contraire la soutenir. Et puis, on l'a vu, on l'a dit, les locataires recherchent également des biens de qualité. Donc, la démarche ESG best in progress s'applique évidemment sur le sous-jacent immobilier. Donc voilà, c'est une cohérence assez évidente et on est convaincu que de toute façon, ça permet aussi d'anticiper les réglementations qui se durcissent absolument sur à la fois les véhicules financiers et sur le sous-jacent immobilier. Donc ça nous permet d'anticiper tout ça. Et puis encore une fois, la logique qu'on a d'amélioration des actifs immobiliers, elle s'articule davantage sur des actions qui sont dites soft, donc sur une amélioration de l'exploitation et de la maintenance des actifs, une amélioration de la sensibilisation en matière d'usage sobre auprès des locataires, et en dernier recours des travaux qu'on anticipe, qu'on prévoit. Et donc ça nous permet d'avoir cette logique de travailler d'abord sur des actions avec des retours sur investissement assez immédiats. Voilà. Merci Anne-Claire, c'est très clair. Quelques questions aussi autour des nouveaux modes de calcul des KPI de performance de nos fonds. Voilà, les gens s'interrogent sur ce qui change en fait, ce taux de distribution, qu'est-ce qui met en avant. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être que Laurent, tu peux en dire un mot. Je pense que voilà, globalement, l'idée de ces nouveaux modes de calcul, c'est de normer en fait la façon dont on communique toute la profession sur les performances des véhicules. Jusque-là, vous aviez des véhicules qui étaient exposés à certains marchés, donc qui supportaient des impôts. Donc cet impôt était payé par le fonds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc venait réduire la performance. Donc de fait, ça permet en fait, du fait de la normalisation de ce mode de calcul, d'avoir des comparaisons qui peuvent être plus homogènes entre les différents véhicules qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, en neutralisant les impôts qui sont payés par les véhicules dans les différents pays européens. Merci beaucoup. On a des questions qui sont récurrentes lors de nos webinaires autour de notre stratégie de gestion et de nos réserves, de la RAN notamment, et de la distribution mensuelle. Est-ce qu'on envisage de la passer, la distribution trimestrielle, est-ce qu'on envisage un jour de la passer mensuelle? Qui veut répondre à cette question piège? Ça n'est pas pour l'instant d'actualité parce que nous avons effectivement des véhicules qui distribuent de manière trimestrielle et qui sont en fait calés sur le paiement des loyers par les locataires. Ce sont des gros véhicules et c'est compliqué de changer en cours de route et de passer à une fréquence mensuelle. Donc on va continuer encore à distribuer de manière trimestrielle les dividendes. D'ailleurs, vous venez de recevoir votre quatrième acompte hier. Et puis, en ce qui concerne le RAN, le fameux report à nouveau, nous sommes fidèles à la stratégie périale qui est de se constituer des réserves lorsque les périodes sont fastes et de pouvoir les distribuer quand les périodes sont plus compliquées, de manière à pouvoir assurer une certaine permanence et pérennité de votre dividende. C'est en tout cas notre stratégie que nous avons adoptée et que nous continuerons à adopter. Merci Eric. Nous avons des questions sur... on a parlé tout à l'heure de la SCI Périal Eurocarbone. On a des questions qui doivent émaner de nos partenaires pour savoir chez quels assureurs elles étaient référencées. Je crois que Laetitia, tu l'as évoqué tout à l'heure. Peut-être qu'on peut le répéter. Donc Périal Eurocarbone est référencé chez Spirica, Suravenir et Apicil. Et Apicil. Toutes ces informations seront disponibles sur la présentation qui accompagne ce webinaire. On a une question aussi qui est récurrente, celle-ci, sur l'endettement des différentes SCPI. Quels sont les niveaux? Est-ce qu'on va les augmenter ou pas, les niveaux d'endettement des SCPI, et en quoi ça a un effet sur le rendement de nos fonds immobiliers? Voilà, alors je crois que le sujet de l'endettement sur les véhicules immobiliers au sens large, c'est un outil de performance. Aujourd'hui, on vit dans un environnement de taux bas, Loïc l'expliquait tout à l'heure,
avec des coûts de financement qui sont relativement bas, historiquement bas, à vrai dire, je devrais dire. Et de fait, ça crée un effet de levier positif sur les performances de nos véhicules. Donc on utilise sur les véhicules Perial, les 4 SCPI dont on a parlé, et également sur PEC, notre SI, on utilise l'effet de levier de façon maîtrisée, de façon contrôlée. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, cette dette est couverte, donc ça permet de répondre également à la question d'éventuelles hausses de taux d'intérêt. Donc on n'a pas de risque de taux d'intérêt dans nos véhicules et on utilise de façon maîtrisée, je dirais, cet endettement pour accompagner la performance et soutenir la performance de nos véhicules. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être qui arrivent sur le fil? Est-ce que tu peux me remonter? Alors on a une question au sujet de l'évolution des valeurs d'expertise. On n'en a pas parlé pendant le webinaire, c'est vrai, je crois qu'il y a un petit mot dans l'édito des bulletins semestriels qui viennent d'être mis à la disposition de nos associés et de nos partenaires. Peut-être que vous pouvez en dire un mot aussi en direct. Elles sont globalement stables sur l'ensemble des fonds, ou proches de zéro de progression, ou légèrement en hausse, ou très très légèrement en baisse sur l'ensemble des fonds. Globalement, elles se sont très bien comportées. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. À partir du moment où on est sur des actifs core sécurisés dans des bonnes zones, on a pu voir un maintien des taux de capitalisation, voire des légères compressions de taux sur certaines zones. On l'a vu notamment sur PF Grand Paris, sur certains actifs donc en région parisienne. En revanche, on a pu constater des très légères décompressions de taux sur des actifs sur lesquels, bien entendu, il y a eu un peu de vacances locatives qui a pu être enregistré, ou sur des marchés européens hors France qui ont réagi d'une façon un tout petit peu plus marquée, mais quand on parle de légère décompression de taux, on parle de 25 points de base. Donc le cumul de l'ensemble de ces éléments fait que les valeurs sont globalement stables sur l'ensemble des fonds. Très bien. Je crois qu'on a à peu près balayé tous les grands thèmes. Tu peux peut-être conclure, Eric. Je vais donc conclure. Je vous remercie d'être venus si nombreux, de nous avoir écoutés. J'espère que nous vous avons convaincus sur notre bilan 2021 et sur les perspectives 2022. Nous sommes bien évidemment à votre disposition. Nous avons répondu à vos questions, mais probablement vous en avez d'autres. Donc n'hésitez pas à le faire sur notre site ou après ce webinaire. Et vous redire l'importance qu'accorde Perial, qui est conscient que nous sommes dans un monde qui est en train de changer, qui est en train de se transformer avec des transformations qui sont extrêmement fortes. On parle des transformations environnementales, des transformations économiques, des transformations sociologiques, et que Perial entend résolument s'inscrire dans ces transformations, car nous sommes convaincus, nous sommes persuadés que ces transformations peuvent générer et créer de la valeur pour vos fonds et pour vous. Et donc ça résume notre raison d'être, à la fois être dans l'innovation, la création, et d'être dans le camp des vainqueurs de cette transformation profonde que nous connaissons. Et donc nous allons continuer à nous transformer, à investir et à développer avec un seul impératif, c'est de pouvoir vous satisfaire en ce qui concerne la performance de vos fonds et donc l'argent que vous nous confiez, et de pouvoir créer justement cette valeur qui permet à la fois une valeur financière et économique, mais également améliorer le bien commun et puis également laisser, je dirais, un immobilier beaucoup plus vertueux donc aux générations qui nous suivront. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis donc à bientôt lors d'un prochain webinaire ou lors d'une rencontre en physique. Merci et bonne soirée.